Mathieu Janik, bonjour. Bienvenue dans la grande interview de 100 leaders pour la planète. C'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que tout d'abord, pour commencer, pour nos auditeurs, vous pouvez vous présenter, vous ainsi que votre profession et domaine d'expertise? Oui, bonjour, je suis ravi d'être ici. Merci de l'invitation. Je m'appelle Mathieu Janik. Je suis consultant-chercheur sur les sujets de communication, marketing, publicité et transition écologique. En gros, j'accompagne les entreprises et les organisations à mieux communiquer sur leur stratégie RSE, sur leurs engagements, sur leur transformation, à réduire aussi l'impact des actions de communication, de marketing elles-mêmes. Et puis, je suis aussi un expert nommé par l'ADEME pour réaliser un certain nombre de travaux sur ces sujets-là. On reviendra tout à l'heure sur le livre que vous avez publié aussi en collaboration avec l'ADEME. Mais pour commencer, rentrer dans ce qui va être le point culminant de notre entretien, est-ce que vous pouvez me donner une définition de ce qu'est le greenwashing? Le greenwashing, c'est une utilisation abusive de l'argument écologique. Donc on va utiliser une allégation, on va dire que le produit il est écologique, qu'il est vert, qu'il est compensé carbone, et ça en fait ça vient tromper le consommateur et ça vient fausser la concurrence. Très bien. Pour rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est le greenwashing et qu'on comprenne bien, j'aimerais qu'on prenne un exemple. Alors Total, c'est un acteur économique sur lequel il est assez facile de taper puisque son cœur d'activité c'est le pétrole et il fait partie des plus gros pollueurs français et internationaux. En 2020, le groupe a décidé de changer de nom pour s'appeler Total Énergie afin d'impliquer la dimension des énergies renouvelables dans son projet. Et on peut lire sur leur site internet, nos démarches s'articulent autour de 4 axes: le climat et l'énergie, le bien-être des personnes, prendre soin de l'environnement et la création de valeur pour la société. Alors même que Total met en place en ce moment un méga projet pétrolier en Ouganda qui aura à la fois un impact environnemental et social majeur sur l'écosystème local, est-ce que là on n'est pas typiquement dans un cas de greenwashing ? On est en tout cas dans un cas qui soulève un certain nombre de critiques, à juste titre de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui annonce qu'elle change et qu'elle va financer, investir davantage dans les énergies renouvelables, mais qui en parallèle continue à investir massivement dans les énergies fossiles, et une entreprise qui aurait réellement pris en considération les enjeux climatiques ne pourrait pas ouvrir et lancer un tel projet. On parle de bombe climatique. Donc là, on a une incohérence entre des discours et des actes. D'accord. Pour continuer un petit peu dans l'actualité récente, H&M et Decathlon ont été accusés récemment aux Pays-Bas de greenwashing car, je cite, ils utilisaient des termes marketing trompeurs et flous tels que éco-conception et conscient. Pour pallier à cette tromperie, les deux marques s'engagent à faire des dons de 500 000 euros dans des causes qui sont liées au développement durable dans l'industrie du textile. Est-ce que payer pour pallier à du greenwashing, c'est racheter ses fautes, ou est-ce que c'est une sorte d'éco-blanchiment? C'est clairement insuffisant. C'est-à-dire que les entreprises financent des projets, soutiennent des ONG, c'est très bien, il faut le faire, mais ça ne les exempte pas de communiquer de façon proportionnée et transparente sur les avantages environnementaux et sociaux de leurs produits, et donc notamment sur leur site web, quand ils annoncent qu'un produit a fait l'objet d'une démarche d'éco-conception, il faut expliquer pourquoi, il faut expliquer quelle a été la méthodologie, quels ont été les gains associés, donc il faut être transparent là-dessus, et je pense que c'est ça qui leur a été reproché, c'est de mettre en gros éco-conçu sans que le consommateur puisse avoir les éléments. Voilà. Donc non, clairement c'est insuffisant de payer, il faut transformer les pratiques. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait de Total, là, de d'autres grandes marques, mais si on prend un exemple peut-être moins évident pour préciser encore ce qu'est le greenwashing, par exemple la voiture électrique, qui est un objet qui fait l'unanimité dans la conscience collective, puisqu'elle utilise des énergies moins polluantes évidemment que les hydrocarbures avec l'électricité. Mais cependant, quand on construit une voiture électrique, les composants, les métaux rares qui la composent polluent. Alors, est-ce que on peut considérer que les vendeurs de voitures électriques font du greenwashing ou pas? Donc, on peut dire effectivement que les marques qui commercialisent des véhicules électriques en nous mettant l'étiquette verte, en mettant 0 g de CO2, elles font une forme de greenwashing. J'irai même plus loin, l'État, en valorisant ces produits-là, fait une forme de greenwashing aussi. En tout cas, on a un dispositif qui est trompeur vis-à-vis du public parce que là, on va prendre un seul indicateur qui sont les émissions de carbone
lors de la phase d'usage, donc on ne prend pas en compte tous les autres enjeux, et au moment par exemple de la conception, de la fabrication et de la fin de vie des véhicules. Donc oui, clairement, on a une information qui est trompeuse, donc on peut appeler ça du greenwashing. Alors où se situe la limite? Parce que du coup, même si des produits qui paraissent plus vertueux sont un petit peu porteurs de greenwashing... Ah mais vous avez dit le mot, plus vertueux. Ouais. Je ne devrais pas dire que la voiture électrique est écologique, elle est plus écologique selon tel et tel critère. Et c'est ça toute la différence, c'est d'arriver à être clair sur les avantages et les inconvénients. Donc ne pas masquer les inconvénients, il y aura forcément des impacts négatifs. Quand vous concevez un produit quel qu'il soit, vous avez forcément des impacts négatifs. Vous pouvez essayer de les réduire au maximum, vous pouvez essayer de, entre guillemets, de les compenser, mais il y aura tout le temps des impacts négatifs. Et donc ce qu'on demande aux acteurs socio-économiques, c'est de communiquer de façon transparente et proportionnée, bien sûr sur les choses positives vis-à-vis de leurs produits et services, sans masquer ce qui reste négatif. Voilà. Et ne pas non plus nous donner l'impression qu'en achetant ce produit-là, on résout le problème. Acheter une voiture électrique, ça ne pose pas la question de la mobilité en ville, du partage de la voirie, de l'artificialisation des sols, de l'étalement urbain. Donc c'est tout ça qu'on devrait aborder en fait, tous ces sujets de mobilité. Alors que là, on réduit l'enjeu en disant vous n'avez qu'à changer de véhicule électrique. Et on évacue le problème des personnes qui n'ont pas les moyens, des personnes qui n'auront pas de quoi recharger leur véhicule, et voilà, donc c'est entre autres, donc c'est ça, ce sont ça tous les enjeux. D'accord. Pour continuer sur l'actualité, vous avez récemment réagi positivement aux Pays-Bas qui vont interdire la publicité de viande. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et est-ce que le monde de demain, c'est un monde où on mange plus de viande? Alors, la viande, dans le bilan carbone, alors là encore, on n'est que sur l'indicateur carbone, hein, il y a d'autres enjeux. Sur le plan de la lutte contre le changement climatique, il est clair que nous devons réduire notre consommation de viande parce que les vaches elles-mêmes émettent des gaz à effet de serre et surtout, c'est toutes les cultures associées de céréales, etc., qui vont aussi être très impactantes pour le climat. Donc c'est important qu'on réduise notre consommation de viande et on ne peut pas demander ça aux Français et en même temps continuer à nous faire, à nous bombarder de publicités qui nous disent, donc là il y a une étude qui a été faite par Greenpeace qui démontre que la communication publicitaire sur la viande, elle va nous dire que c'est bon en gros pour la planète, que ça permet aux hommes d'être virils et forts, qu'une bonne mère il faut qu'elle donne de la viande rouge à ses enfants, etc. Donc il y a tout un tas de stéréotypes autour de la consommation de viande. Donc on a besoin de réguler pour changer la perception qu'on a de cet aliment. Très bien. Vous avez fait une masterclass chez nous, ici, sur la communication responsable et le greenwashing. La communication, c'est promouvoir une offre pour augmenter les ventes ou booster l'image d'une marque ou d'un produit. Est-ce que la communication, qui a pour but quand même d'enjoliver une réalité, elle tend pas nécessairement vers du greenwashing? Comment on fait pour communiquer responsablement? La communication responsable, elle ne peut être faite, activée que au sein d'une organisation qui a pris conscience des enjeux et qui va se transformer à la hauteur de ces enjeux. Donc oui, on ne peut pas. Si la communication responsable, c'est juste transformer son site web pour en faire un site web éco-conçu, plus accessible, mais continuer son business model comme avant, bien évidemment, ça sert à rien. Par contre, la com responsable qui va aider l'entreprise à se transformer, en accompagnant les salariés, les publics, etc. Et vraiment, elle ne pourra advenir que si les entreprises en particulier et les collectivités prennent conscience de la nécessité de se transformer. Et pour se transformer, est-ce qu'on en fait assez au niveau légal? Est-ce qu'il y a des choses déjà qui existent au niveau français, au niveau de la loi française, au niveau de la loi de l'Union européenne, ou est-ce qu'on peut faire pratiquer le greenwashing en toute quiétude aujourd'hui? Alors, sur l'encadrement du greenwashing, on a une prise de conscience grandissante que c'est un sujet, que ça freine la transition écologique, parce que ça va tromper les consommateurs sur les bons gestes à effectuer, parce qu'ils ont le sentiment de pouvoir continuer à avoir des comportements qui sont polluants alors qu'on leur dit l'inverse. Donc en France, on a un durcissement de la réglementation. Au niveau européen, ça va venir aussi, puisqu'on a un projet de modification des directives européennes pour la protection des consommateurs. Et toute la question, c'est de savoir comment est-ce que ces éléments-là vont se traduire dans les faits. Aujourd'hui, on est encore sur majoritairement des règles déontologiques, des règles d'éthique que les acteurs s'engagent à respecter, mais on constate qu'il y a quand même encore beaucoup de greenwashing en France.
Est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Donc je pense qu'on n'en fait pas assez. Il faudrait deux choses. Un, imposer un affichage environnemental global, calculé sur plusieurs indicateurs, pour que les citoyens aient l'information la plus précise possible sur les impacts associés à l'achat et à l'usage de tel produit ou tel service. Donc pour moi c'est la base, c'est l'information. Et ensuite on doit mieux réguler les messages publicitaires, à commencer par réduire l'exposition publicitaire, et ensuite faire en sorte que les messages à proprement parler soient proportionnés, justes, sincères, argumentés, voilà, et lutter plus efficacement contre le greenwashing. Dès le 1er janvier 2023, une entreprise ne pourra plus affirmer dans une campagne publicitaire qu'un produit ou un service est neutre en carbone si elle n'a pas la capacité de le prouver. C'est donc une bonne chose pour lutter contre ces mauvaises pratiques. Mais concrètement, est-ce que toutes les activités peuvent se prévaloir d'une neutralité carbone? Quand on prend l'avion, nécessairement, on pollue. Quand on achète des vêtements, on pourrait faire la même chose avec l'alimentaire, etc. Est-ce que concrètement, toutes ces activités peuvent se prévaloir d'une neutralité carbone? Alors la réponse est clairement non. Et c'est un bon exemple de régulation, mais qui ne va pas assez loin. C'est-à-dire que ça aurait été beaucoup plus simple de dire il est interdit d'utiliser l'allégation de neutralité carbone pour un produit, pour un service, pour une entreprise, pour un territoire. Ça aurait été clairement, ça aurait été plus clair, et ça c'était la position de l'ADEME par exemple. Donc ça aurait été plus simple de purement et simplement interdire cette allégation-là. Elle va être autorisée dans des conditions qui sont quand même assez strictes. Mais c'est clair, quand on analyse un peu ces enjeux de changement climatique, on a d'un côté des émissions immédiates alors que les projets de compensation ça se fait sur un temps long. On a des problématiques de calcul des émissions et des absorptions. On a aussi différents projets de compensation, où on a des projets de compensation qui sont clairement néfastes pour l'homme et pour la biodiversité, même s'ils stockent du carbone. On a des projets qui sont beaucoup plus co-construits et beaucoup plus respectueux et accompagnant en fait des populations locales. Et donc à travers cette allégation de neutralité carbone, on ne dit pas tout ça, on gomme tout ça. Et ça empêche la prise de conscience, ça empêche un choix éclairé des consommateurs, et en plus c'est faux scientifiquement. Donc tout ce qu'une entreprise ou un territoire peut dire, c'est on contribue tout ce qu'un territoire ou une entreprise peut dire, c'est qu'elle contribue à la neutralité carbone collective, d'abord en réduisant ses émissions, et c'est ça qu'on attend des organisations et des entreprises, c'est qu'elles nous disent comment est-ce qu'elles réduisent les émissions. Et deuxièmement, comment est-ce qu'elles financent des projets d'absorption, de stockage du CO2. Et ce discours-là, il doit s'intégrer dans un discours plus large sur les enjeux écologiques. Encore une fois, si on reste focalisé sur les enjeux climatiques, on oublie tous les autres enjeux écologiques. Donc on a besoin que ces actions-là, elles se situent dans un environnement plus large pour dire voilà ce qu'on fait sur le climat, mais voilà aussi ce qu'on fait sur le bien-être des populations, voilà ce qu'on fait sur la biodiversité, voilà ce qu'on fait sur la protection des ressources naturelles, etc. Très bien. On parle depuis le début de cet entretien de greenwashing, et concrètement, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous savez si ça représente beaucoup d'entreprises, celles qui utilisent ces procédés malhonnêtes? Alors, on a des chiffres clés qui sont donnés par le bilan publicité environnement qui est réalisé par l'ADEME et la RPP, à peu près tous les 2 ans, ça devrait s'accélérer, on devrait en avoir un tous les ans. On est à peu près 10-12% de publicité non conforme aux règles déontologiques. Donc on va dire que c'est un plancher. Parce qu'après, dans l'interprétation que font un certain nombre d'acteurs, on a des publicités qui sont considérées comme conformes aux règles, mais qui sont quand même du greenwashing. Donc, on peut dire qu'on est au-delà des 10%. Je tiens à préciser que dans la majorité des cas, les entreprises ne font pas du greenwashing de façon volontaire. Elles se disent pas je vais tromper le public, etc. Je vais mentir, non. En général, elles ont fait des choses, elles veulent le faire savoir, et là, elles communiquent mal. Elles utilisent des techniques marketing qui sont pas appropriées pour ces sujets-là, et elles connaissent mal les règles déontologiques. Elles ne sont pas assez ouvertes sur leurs parties prenantes pour comprendre qu'elles vont se prendre des critiques. Et donc, on est dans la majorité des cas sur de la maladresse. Et dans quelques cas, il faut le reconnaître, on est quand même sur des postures cyniques de la part des entreprises. Ça arrive aussi. D'accord. Et en tant que consommateur, je vois, on est plutôt de bonne foi la plupart du temps. On essaye de consommer des produits qui sont plus vertueux. En tout cas, je vois les gens qui essayent de consommer de façon plus vertueuse. Comment on fait pour éviter de se faire piéger? Est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent nous éclairer? Est-ce qu'il y a des labels qui peuvent également le faire? Alors effectivement, déjà, il faut se méfier d'un discours très engagé de la part d'une entreprise qui va vous dire que son produit est écolo, qu'il est tout vert, s'il y a des coccinelles dessus, des feuilles vertes, de la planète Terre. Déjà, si ça, vous sentez que c'est too much, faut prendre un peu de distance.
ce qui est important, c'est de connaître les écolabels, les principaux. Agriculture biologique, l'écolabel européen, vous savez, c'est le label avec la petite fleur, NF Environnement. Donc il y a un certain nombre de labels comme ça. Si il est présent sur le produit ou le service, ça vous garantit un moindre impact environnemental et parfois social. Donc il faut s'appuyer là-dessus. Et puis après, oui, vous pouvez aller vous renseigner en ligne, utiliser des applications, mais ça demande du temps. Et puis il faut reconnaître aussi que en tant que consommateur, parfois on n'a pas envie de se prendre la tête et que ça nous fait bien plaisir de penser, de croire que le produit il est moins impactant et qu'en gros on peut continuer à faire comme avant et qu'on améliore notre empreinte écologique. Vous avez coécrit un guide de la communication sous la coordination de l'ADEME. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet ouvrage et nous dire pourquoi c'est important, voire nécessaire pour une entreprise d'avoir un guide de la communication responsable ? Ben ce guide, c'est un peu la Bible sur le sujet. C'est-à-dire que on a fait une première version en 2020. Il s'est passé tellement de choses ces 2 dernières années qu'on a décidé que c'était vraiment important d'en proposer une version enrichie et actualisée. On a sollicité près de 100 experts, à la fois sur la communication des entreprises, sur la communication publique, sur tous les domaines de la communication. On parle aussi de marketing et de publicité plus responsable. On analyse les différents enjeux, la transformation de la société, le numérique, etc. Et donc c'est important de proposer un ouvrage dans lequel on va pouvoir retrouver à la fois des éléments de compréhension des enjeux et puis des choses très pratiques pour s'engager, pour réduire ses impacts en tant que responsable communication dans le public ou dans le privé, ou en tant que chargé de communication. Je précise qu'il s'agit du livre qui est juste derrière vous sur l'étagère. Est-ce qu'on peut déjà le retrouver, ce livre ? Oui, alors le guide est disponible en ligne, vous l'avez en 2 formats. Vous pouvez le commander en format papier, et vous pouvez l'acheter au format e-book, et pour ça il faut aller sur le site de la librairie de l'ADEME, puisqu'il est édité par l'ADEME. Très bien, on arrive déjà vers la fin de cet entretien. Une dernière question pour conclure, peut-être un peu utopie, projection. Comment vous voyez l'avenir d'une façon générale dans 10, 50, 100 ans ? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur la direction que prend l'humanité sur les questions environnementales ? Je suis assez lucide et donc je pense que non, nous ne prenons pas la bonne direction, que on a beaucoup de discours, on aurait pu parler de greenwashing politique, des discours politiques. Non, donc je pense clairement on va devoir faire face dans les années, et c'est pas dans 50 ans, mais dans les années qui viennent, on va devoir faire face à des crises et des catastrophes et à une transformation de notre environnement qui vont conduire à de nombreuses tensions sociales. Greenwashing politique, c'est-à-dire que certains partis politiques utilisent l'excuse de l'écologie pour se promouvoir ? Si on prend les partis politiques au pouvoir depuis ces 20 dernières années, même 30 dernières années, on a le constat scientifique était là, et on a eu beaucoup de discours politiques et peu d'actes. Dernier cas emblématique, c'est la Convention citoyenne pour le climat. On avait la possibilité de mettre en place des mesures qui avaient été co-construites et qui auraient pu être acceptées par la population, qui étaient en plus des propositions avec en tête la justice sociale, donc il y avait la question de l'aide et pas simplement d'imposer des choses, et le président finalement a fait marche arrière, et c'est vraiment dommageable. On a raté une étape importante là. Il y a encore du chemin à parcourir alors. Oui, alors c'est aussi pour ça que je suis là, c'est parce que je pense qu'on doit agir, même si je suis pessimiste. C'est pas pessimiste, c'est lucide sur ce qui va se passer, c'est un peu différent. Même si je pense qu'on ne va pas assez vite et pas dans la bonne direction souvent, on ne peut pas se contenter d'attendre passivement que tout ceci se transforme. Et il faut faire tout ce qu'on peut aujourd'hui, et les acteurs de la filière ont vraiment un rôle important à jouer. Mathieu Janicq, merci beaucoup d'être venu dans la grande interview de 100 leaders pour la planète. C'était un plaisir de vous recevoir et vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Au revoir. Merci.